La Chine, avant 1949, et j'insiste dessus, mourait de faim. Ils étaient moins de 500 millions de personnes et ils mouraient de faim. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, eh bien, ils ont pu asseoir solidement les bases consistantes de l'économie. Okay. Ils ont battu une seule monnaie unique, qui est le yuan ou bien le renminbi. Aujourd'hui, la Chine est assise sur le toit du monde pour développer harmonieusement l'Afrique. Nous avons des solutions que nous avons mises dans ce livre qu'on appelle, qui est titré « Les solutions salvatrices de l'Afrique ». Et ces solutions sont au nombre de 3, auxquelles s'ajoute une 4e. La première solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxième solution, c'est l'industrialisation des économies africaines. La troisième solution, c'est l'État fédéral africain, pour ne pas dire les États-Unis d'Afrique. Et enfin, la 4e et dernière solution, c'est ce que nous appelons la solution anthropologique, sinon la résurgence du passé glorieux de l'Afrique, qui a fécondé toute l'humanité. Donc, si nous restons sur la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Oui. Beaucoup de spéculations ont lieu. Lorsqu'on parle de la création de la monnaie unique africaine, on nous dit il faut des critères de convergence, c'est-à-dire les critères que doivent remplir les pays qui veulent avoir cette monnaie unique. Lorsqu'on veut créer une monnaie unique africaine, les critères dont on parle, toutes les recherches et les observations scientifiques nous montrent qu'il y a un seul et unique critère de convergence, lequel? C'est la décision politique. Comme par exemple le cas de l'AES. L'AES, les 3 pays se sont réunis et de façon souveraine ont décidé politiquement de créer la monnaie unique du Sahel. Le contre-exemple, lorsque nous regardons les pays de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, dont le Nigeria, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, ils veulent créer une monnaie unique qu'on appelle ECOWAS. Mais ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont définis d'abord 16 critères de convergence et maintenant 8 critères de convergence, mais ils n'y parviennent pas. Par contre, si vous regardez des pays qui ont la monnaie unique, prenons les États-Unis d'Amérique. Il y avait aux États-Unis d'Amérique plusieurs monnaies. Mais quand les 13 colonies anglaises ont pris leur indépendance politique vis-à-vis de l'Angleterre, ils ont décidé politiquement de battre une monnaie unique qu'on appelle le dollar. Et tous les autres, aujourd'hui ils sont 50, qui ont rejoint la fédération, eh bien il n'y a pas eu de critères de convergence sociopolitique. Non, c'est une décision politique. Ils sont aujourd'hui 50. Et ce sont les États-Unis avec ce dollar qui domine. Ça, c'est le premier cas observable. Deuxième cas, c'est le Canada voisin. Le Canada, 10 provinces, eh bien, ils ont décidé politiquement de créer le dollar canadien. Et ça marche très bien. Le troisième cas, c'est la Chine. La Chine, c'est aujourd'hui 1,4 milliard de personnes. Eh bien, la Chine, avant 1949, et j'insiste dessus, mourait de faim. Ils étaient moins de 500 millions de personnes et ils mouraient de faim. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, eh bien, ils ont pu asseoir solidement les bases consistantes de l'économie. Okay. Ils ont battu une seule monnaie unique, qui est le yuan ou bien le renminbi. Aujourd'hui, la Chine est assise sur le toit du monde. C'est la Chine qui finance les États-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. En un mot, la Chine finance tous les pays. Et pourtant, ils ont 1 milliard, dans la réalité, 1,5 milliard de personnes à nourrir. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième cas observable, c'est la Suisse. En Suisse, il y avait 860 monnaies différentes. Je reprends. En Suisse, il y avait 860 monnaies différentes. Le Parlement fédéral suisse a décidé de mettre fin à ce désordre monétaire et a mis en lieu et place une seule monnaie, qui est le franc suisse. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde entier, celui qui veut cacher en lieu sûr son épargne, où il va? C'est bien en Suisse. En Suisse, oui, c'est ça. Pour mémoire,
La Suisse, c'est 26 cantons, c'est-à-dire 26 pays qui ont décidé politiquement de battre une seule monnaie. J'insiste sur le mot politique. Ça, c'est le quatrième cas. Le cinquième cas, c'est la Russie. Quand en 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques a été démantelée par les Occidentaux, eh bien, la Russie, cette fois-ci, eh bien, s'est réunie avec 21 autres pays. En un mot, il y a 22 pays qui sont restés ensemble et qui utilisent ensemble le rouble russe. Et avec cette monnaie unique, eh bien, la Russie a pu réorganiser son économie, d'une part, et s'est armée puissamment. Aujourd'hui, à travers le problème de la guerre de l'Ukraine, les Occidentaux ne peuvent pas s'attaquer à la Russie. Professeur, pour certains, la détention par un État de l'arme nucléaire a véritablement été décisif pour que cet État soit craint avant que la question de la monnaie unique n'intervienne. Oui, mais pour détenir l'arme nucléaire, ça veut dire que vous avez les moyens. Ça veut dire que vous avez les moyens. Mais je voudrais terminer avec le sixième cas, c'est le franc CFA. Le franc CFA, ce n'est pas par critère de convergence. C'est par décision politique prise par le général de Gaulle, aidé par son ministre de l'économie et des finances, René Préven, et de son ministre des colonies, Jacques Soustelle. Il a dit de préparer un décret de création du franc CFA. Et quand ce décret a été prêt, conformément au décret 45-01-36, eh bien le général de Gaulle, par un simple décret, a créé le franc CFA et l'a imposé aux colonies. Voilà. Ce n'est pas passé par le Parlement, parce que la monnaie appartient dans tous les pays. Il faut soumettre à l'approbation du Parlement ce projet de loi. Voilà. Ce que je suis en train de dire aux uns et aux autres, eh bien, le Français, les Africains, au lieu de se faire peur, lorsqu'on est souverain, on prend les décisions de façon souveraine. Et c'est ce que l'AES nous montre. C'est ça. Maintenant, si demain l'AES prend sa décision de créer la monnaie, donc se donne les moyens objectifs de mettre les citoyens de ces trois pays au travail, comme je l'ai fait, comme la Chine, etc. Ensuite, c'est une confédération. Eh bien, cette confédération peut s'élargir. Puisqu'on commence par la confédération, au lieu de commencer tout de suite par la fédération. Ce n'est pas la même chose. Mais nous disons, c'est une lueur d'espoir, un grand espoir même. Parce que les Africains souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas capables de se défendre. Les Arabes ont mis les Africains en esclavage pendant 14 siècles. Et maintenant, les Occidentaux pendant plus de 6 siècles. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de nous défendre. Donc, aujourd'hui, il y a une occasion qui s'ouvre. La Russie de Vladimir Poutine et ensuite les autres pays du BRICS, c'est-à-dire Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, aujourd'hui élargie à d'autres pays comme l'Iran, eh bien, c'est une occasion, c'est ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial multipolaire. Il faut que les Africains rapidement saisissent cette occasion pour se donner les moyens objectifs de se défendre. Alors, professeur, seulement à toi, le projet pourra-t-il avoir la répercussion, l'impact nécessaire pour être en quelque sorte un contrepoids face à ce que l'on recherche justement comme objectif? Est-ce que vous voulez dire, est-ce que le projet de l'AES va réussir, c'est ça? Non, la question de la monnaie. Si les trois pays de l'AES décident de battre monnaie, d'avoir une monnaie commune, bon, seulement 3 États, est-ce que cette monnaie-là pourrait être un véritable contrepoids face aux autres monnaies? Oui, de toute façon, il y a des pays comme les Seychelles, tout ça, qui ont leur monnaie. Mais quand les 3 pays vont avoir une seule monnaie, qu'on appelle la monnaie, non pas commune, mais la monnaie unique, eh bien, nous disons à tous les autres pays africains de rentrer directement dans l'AES. Je profite de cette occasion pour dire, le Sénégal qui a soulevé beaucoup d'espoir, eh bien, le Sénégal de M. Diomaye Faye doit immédiatement rentrer dans l'AES et non pas demander à l'AES d'aller dans la CEDEAO, ou bien, comment on appelle ça? C'est bien cela, la CEDEAO. Bon, ce qui est passé est passé. Il s'agit aujourd'hui, pour tous ceux qui dirigent les pays africains et qui veulent la véritable souveraineté des pays africains, ils n'ont pas, de notre point de vue,
d'autre choix que de rentrer dans l'AES pour renforcer l'AES. Ne serait-ce que par la technique même de la confédération. Et par la suite, on va avoir la fédération. C'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui tergiversent, ça veut dire qu'ils sont, sans vouloir le dire, des mèches avec le colonisateur qui est la France. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous disons, l'AES a déjà montré un résultat palpable. Nous a évité la guerre. C'est ça. Quand on dit l'union fait la force, c'est ça. L'Afrique a tout. Si l'Afrique bat sa monnaie, eh bien, l'Afrique a les moyens objectifs pour garantir sa monnaie. Alors, professeur, est-ce que la volonté seule des décideurs suffira à obtenir la reconnaissance monétaire des autres États? Mais oui. C'est-à-dire, il faut une volonté politique. C'est cette volonté politique que l'AES montre. Maintenant, votre question, c'est de dire quoi? S'ils ont cette volonté politique et qu'ils créent la monnaie du Sahel, c'est ça? Vous me posez la question de savoir, est-ce que les autres pays vont reconnaître la monnaie du Sahel? Mais nécessairement, puisqu'ils vont commercer avec. La monnaie n'est pas une fin en soi, mais c'est l'outil indispensable pour commercer. C'est ça. Donc il y en a qui ont peur, qui se font peur, etc. Mais il faut poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est quoi? Nous disons, les Africains, ça fait plus de 6 siècles que nous souffrons. Nous voulons finir avec l'esclavage moderne. L'Afrique qui était en tête du progrès universel et qui a fécondé toute l'humanité a été renversée. Et on voit dans quel état se trouve aujourd'hui le monde. Un enfant qui frappe sa mère, vous voyez le sort qu'il se gère, le mauvais sort. Donc le monde va aujourd'hui sans l'Afrique et il est aujourd'hui important que les Africains prennent leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes d'une part et d'autre part vis-à-vis du monde. Parce que la vie sur Terre a commencé en Afrique noire et j'insiste sur le mot noir. C'est ça. D'accord. Alors, professeur, dans ce cas, quelle pourrait être la bonne démarche? Déjà, on a entendu, il faut premièrement une volonté politique. Après la volonté politique, quelle serait la prochaine étape? Bien, la volonté politique. Il faut cette volonté politique, c'est vrai. Mais avoir la volonté politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des décisions qui vont dans le sens du développement des pays africains. Et c'est ce que nous avons dit. Lorsque on a la décision politique, comme ça est le cas de l'AES, qui a posé les bases de la monnaie unique africaine, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait désormais si on a notre monnaie unique? Eh bien, avec cette monnaie, eh bien, nous allons industrialiser les économies africaines. Le mot industrialiser, ça veut dire transformer en Afrique même toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Tant que l'Afrique n'aura pas compris ça, surtout les dirigeants africains, que exporter les matières premières, c'est s'appauvrir, scientifiquement s'appauvrir. Je peux donner peut-être un exemple si on a un peu de temps. Lorsque vous prenez, vous allez à Paris, vous allez dans un bar, vous prenez une tasse de café. La tasse de café coûte en moyenne 2 €. Et cette tasse de café, on y met en arrondissant 10 grammes. Ça veut dire 1 kg de poudre de café vendue. 1 kg, c'est 1000 grammes, divisé par 10 grammes de la tasse, ça fait 100 tasses. 100 tasses vendues, chacune à 2 €, donc on multiplie par 2, ça fait 200 €. Que le consommateur final paye à Paris. Maintenant, le kilo de café, on l'a acheté à combien aux pays producteurs africains? Dans le meilleur des cas, en tout cas pour la Côte d'Ivoire que je connais, nous allons dire, c'est aux paysans d'abord, c'est 300 francs CFA, auquel on ajoute le droit unique de sortie qui est un impôt, 200, ça fait 500. 500, c'est 0,76 € que j'ai arrondi par commodité à 1 €. Donc l'Européen, quand il vient accoster son bateau, il va acheter à 1 €, il retourne avec ces kilos, il faut qu'il s'assure contre les pirates de mer. Les compagnies d'assurance sont implantées où? En Europe. Quand il arrive au port de Marseille ou du Havre, on va déballer et puis, j'ai sauté les étapes, on va les mettre dans l'usine. L'usine qui va transformer ces cafés-là en poudre. Mais qui travaille dans ces usines? Ce sont les Européens. Et quand ça sort de la machine, il faut emballer.
Les compagnies d'emballage sont où? En France. Et c'est là on va exposer dans les supermarchés comme Auchan, Carrefour, etc. Mais qui travaille là-bas? Ce sont eux. Et c'est là le barman vient acheter le café poudre pour aller alimenter son bar. Qui travaille dans ces bars? C'est eux. Donc vous voyez bien que tout le cycle, tout ce qui produit, tous ceux qui sont liés à la production, tout ça c'est à l'extérieur. Donc, question fondamentale, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre la même machine, implantée par exemple en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Et faire la machine exécuter l'ordre qu'on lui donne. Donc, on va faire exactement le même travail. Si on a fait tout le même travail et qu'on a eu café poudre, il y a deux solutions. Première solution, on prend le café poudre, on exporte. On dit, bon, comme on a tout fait, depuis les plantations jusqu'à là, on a tout fait, eh bien, sur les 200 €, nous, on vous demande 50 €. Prenez les 150. L'État va recevoir 50 €, sur lequel l'État prend 10 € pour donner aux paysans. 10 €, c'est 6 555. Le paysan hier qui recevait 300 francs. Maintenant, si on lui donne 6 500, mais il sort immédiatement de la pauvreté. La solution, elle est là. Deuxièmement, et puis l'État s'enrichit, puisqu'il aura 40 € par kilo. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième et la meilleure, c'est que vous-même, vous mangez les tablettes de chocolat, vous prenez du café, tout le monde. Donc, nous avons des populations africaines qui sont là. Eh bien, nous pouvons consommer les produits finis nous-mêmes, nous les Africains. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de personnes. Demain, à l'an 2050, c'est 2 milliards de personnes. C'est le plus grand marché qui puisse exister. Et c'est comme ça, grâce à la transformation en produits finis, que les Africains peuvent se suffire en un mot, peuvent satisfaire leurs besoins essentiels. C'est l'industrialisation. Et avec l'industrialisation, nous pouvons satisfaire nos 14 besoins qui sont 1. Manger. Manger veut dire élever les industries alimentaires pour que chaque pays puisse avoir l'autosuffisance alimentaire, d'une part, et la souveraineté alimentaire. L'autosuffisance alimentaire veut dire quoi? Manger ce que l'on veut. 2. Manger quand on veut. 3. En quantité. Et 4. En qualité. Maintenant, la souveraineté, ça veut dire, si un pays comme le Burkina est souverain alimentairement, ça veut dire tout ce que le Burkina consomme, c'est produit ici au Burkina. On n'a pas besoin de l'extérieur. C'est ça. Parce qu'on est souverain. Je rappelle, souverain, ça veut dire au-dessus de vous, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien, oui. Donc, élever les industries alimentaires. Deuxième besoin, boire. Ça veut dire les industries de l'eau potable, donner de l'eau potable et de l'eau courante à tous ceux qui sont en Afrique. Troisièmement, se vêtir. Mais les balles de coton, au lieu de les mettre dans les bateaux et puis exporter, non. Ça doit rentrer dans les usines des textiles, les industries des textiles. Et puis sortir les habits et tous les dérivés pour que les Africains puissent en profiter. Cinquième besoin, c'est dormir. Dormir veut dire les industries de l'habitat. Ça veut dire construire des millions et des millions de logements par an pour que tous ceux qui sont en Afrique puissent être bien logés. Il y a des logements de différents standings. Avec une vision claire, une volonté politique. On ne veut plus que d'ici 10 ans ou 20 ans, on ne veut plus voir des taudis sur le continent africain. Eh bien, dans la maison, cinquième besoin, il faut éclairer. S'éclairer veut dire, eh bien, mettre des énergies renouvelables, dont le solaire. C'est-à-dire, l'énergie solaire, le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. Mais nous devons profiter de l'énergie solaire. Oui. Ça veut dire qu'il faut investir dedans. Ensuite, le septième besoin, il y a ce qu'on appelle la géothermie. C'est-à-dire, vous creusez dans le sous-sol, il y a de l'énergie. Alors, le pays du Sahel est comme ça. Partout. Donc, l'énergie géothermique. Troisième, il y a l'énergie du vent, qu'on appelle l'énergie éolienne. Je vais aller vite. Donc, le solaire, la géothermie, l'énergie éolienne. La biomasse. Oui. Il y a aussi l'énergie de la biomasse. D'accord. On va avancer un peu dans les besoins. Donc, après ça, il faut maintenant construire les routes. Et ensuite, les véhicules. Donc, les routes, les véhicules. Ensuite, il faut l'éducation. L'éducation nationale. Dans laquelle il faut développer l'enseignement professionnel. Il n'y a pas de développement d'un pays sans éducation nationale.
il faut investir dedans. Parce que tout ce qu'on voit là, ce sont des talents. Donc, après l'éducation nationale, il faut développer la santé. La santé, ça veut dire quoi? Eh bien, construire des centres de soins primaires dans les campagnes. Ensuite, des dispensaires et des hôpitaux dans les villes et affecter le personnel soignant. Ça, c'est le premier aspect de la santé. Le deuxième aspect de la santé, il faut élever la sécurité sociale pour que tout le monde puisse, en tout cas celui qui est malade, non seulement il va être soigné, mais il va se faire rembourser. Et surtout, troisième aspect de la santé, ça veut dire tout simplement élever les laboratoires pharmaceutiques pour que les Africains produisent eux-mêmes leurs propres médicaments. Donc ça, c'est la santé. Ensuite, il y a la défense. La défense, nous avons dit précédemment, qu'un pays qui n'est pas capable de se défendre est à tout moment esclavagiste. C'est dans ça que nous sommes depuis des siècles. Donc la défense est l'occasion unique, j'insiste sur le mot unique, nous est donnée pour acheter les armes en attendant que les Africains produisent eux-mêmes leurs propres armes. Donc c'est ça la défense, sécurité. C'est la conditionnalité pour un meilleur développement. On ne peut pas développer un pays qui est en guerre. Ensuite, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui. Il faut investir tout ça. Aujourd'hui, eh bien, avec les cyberattaques un peu partout, on peut même décider de mettre en arrêt tout un gouvernement, toute une administration à travers les nouvelles technologies de l'information, avec tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et les cerveaux brillants africains existent. Pour mémoire, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans le mois de mai, un concours a été organisé en Chine, réunissant 170 000 candidats venant de 80 pays. Ce concours, eh bien, qui l'a emporté? C'est un jeune Africain. Un jeune Africain ivoirien. Premier. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas les cerveaux, ce ne sont pas les génies qui manquent, mais il faut encadrer. C'est ça. Donc, ça, c'est l'informatique. Après, maintenant, nous pouvons développer le tourisme. Nous devons développer la culture. Et enfin, nous devons financer de façon sérieuse l'Union africaine. Pour que l'Union africaine ne joue pas contre les pays africains. Pourquoi l'Union africaine se comporte de façon faible comme ça? Parce que l'Union africaine, comme disait Jean-Pierre, est financée à 87% par l'Union européenne. Or, c'est celui qui finance qui commande. Tout à fait. Donc, avec notre monnaie, nous n'avons plus besoin de tout ça. Professeur, pour la création d'une monnaie unique, oui? Est-ce qu'il y a des préalables? Autrement dit, vous êtes en train de me poser la question, comment créer la monnaie unique africaine, c'est ça? C'est bien cela. Eh bien, pour créer la monnaie unique africaine, il y a 3 stades. Le premier stade, on demande à chaque gouvernement de chaque pays de faire ce qu'on appelle un projet de loi qui dit, eh bien, par exemple, le Burkina va dire, bon, voilà, nous voulons contribuer à la création de la monnaie unique africaine. Le gouvernement du Burkina Faso va déposer ce projet de loi, c'est-à-dire un dossier, au bureau de l'Assemblée nationale et demande aux parlementaires, aux représentants du peuple, est-ce que oui ou non voulez-vous qu'on participe à la création de la monnaie unique africaine? À une écrasante majorité, les parlementaires, donc les représentants du peuple, vont dire oui. On dit que le projet de loi est adopté. C'est ça. Et quand tous les pays sont maintenant, on dit oui, eh bien, le troisième stade, on appuie sur la machine, les billets de banque sortent. Puisqu'on est d'accord. Donc on crée la monnaie. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de décision politique. La question centrale, est-ce que oui ou non les Africains veulent sortir de l'ornière dans laquelle ils sont depuis 6 siècles? Voilà la question. Maintenant, si cette monnaie, si elle est créée, puisque les gens parlent souvent des problèmes, qui va garantir cette monnaie? Eh bien, pour mémoire, le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or en arrondissant. Est-ce que vous et moi, nous sommes conscients que chaque pays africain a de l'or et des diamants? L'Ouganda tout seul, vous pouvez vérifier, possède au moins 31 millions de tonnes d'or. Donc nous pouvons demander tout simplement, si nous sommes vraiment unis, on demande à l'Ouganda, décaissez-nous tout de suite 130 000. Il n'y a pas 130 millions, j'ai dit 130 000 tonnes d'or, on va déposer ça dans notre banque centrale. Et nous, pays, on va
est remboursé à dose homéopathique chaque fois. C'est aussi ça. Tout ça, c'est la décision politique. Quand on prend le Mali, quand on prend le Burkina, quand on prend le Niger, tout ça, oui. On a les moyens. Encore faudrait-il avoir une conscience claire qu'un président, quel qu'il soit, est le premier serviteur du peuple. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas au président. Le président de la République, quel que soit le pays, c'est tout simplement un ouvrier du peuple. Parce que le peuple, c'est-à-dire le pays, c'est une personne morale qui a le pouvoir. C'est ce qu'on dit, le peuple. Et maintenant, on vous prend, on dit, madame, on vous donne l'autorisation de nous servir. Donc vous êtes au service du peuple. Du peuple, oui, c'est bien ça. C'est ça. Professeur, comment on protège la monnaie que l'on crée, cette monnaie unique-là, d'une mainmise ou alors des influences de certaines puissances? C'est-à-dire que si nous avons, nous les Africains, notre monnaie, obligatoirement, tous ceux qui sont dans le reste du monde, en dehors de l'Afrique, ils ont besoin de l'Afrique. Ils ont besoin de commercer avec l'Afrique. Parce que nous avons toutes les richesses du monde. Donc, ils viendront forcément commercer avec nous. Et quand ils vont nous payer, je vais vous prendre l'exemple qui s'est produit en Russie. La Russie, ils ont pris des décisions, les Occidentaux ont pris la décision de faire tomber l'économie russe. Donc, quand ils ont pris ces décisions, qu'est-ce que Vladimir Poutine a dit? Il dit, bon, d'accord, désormais, vous nous payez, nous les Russes, vous nous payez dans notre propre monnaie, qui est le rouble. Eh bien, ils ont commencé à trembler. Comme ils ont besoin nécessairement du gaz de la Russie, oui. Eh bien, la demande étant plus forte que l'offre, le rouble qui avait perdu 30% de sa valeur a remonté en quelques jours à plus de 30%. C'est ce que je suis en train de dire. Nous, les Africains, si nous avons le sens de l'honneur et de la dignité, si nous savons que nous ne devons plus être des sous-hommes comme eux, ils le décident, alors que c'est nous qui avons toutes les richesses du monde, nous décidons que désormais, vous voulez commercer avec nous, d'accord, mais vous nous payez dans notre propre monnaie qui est la monnaie unique africaine. Et à partir de là, vous-même, vous voyez que non seulement notre monnaie est garantie par la détention des stocks d'or, 130 000 tonnes d'or, mais avec ce système qui consiste à dire, payez-nous, ils vont chercher sur le marché la MUA. Eh bien, la demande de la MUA va augmenter. Donc, ça sera une monnaie forte. Alors, il n'y a pas de guerre militaire à faire à ce niveau. Parce que celui qui va nous faire la guerre, vous l'avez vu ce qui s'est passé tout récemment dans l'AES. Quand la France a dit qu'elle ne veut pas reconnaître les nouvelles autorités du Niger, vous avez vu ce qui s'est passé? Eh bien, après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. Au moment où ils demandent maintenant à rencontrer le général Tiani, non, je n'ai aucun débat avec vous. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas avoir peur. On ne peut pas tuer tous les Africains.